Salut à tous, soyez les bienvenus dans T'es dans le match, votre émission 100% Stade Brestois, chaque lundi sur TBO, TB Sud, en partenariat avec Le Télégramme, saison 1, épisode 32, avec cette semaine en plateau deux tauliers de cette émission, Maël Moisan et Antoine Ripoche, journaliste au Télégramme. Bonsoir messieurs. Salut. Salut Udo, salut à tous. Et puis le plaisir d'accueillir également notre abonné au Télégramme, Alan Cochard. Salut Alan, Udo. sois le bienvenu, deuxième participation. Merci. C'est ça ? C'est ça. Et la première, je crois que c'était la veille d'un certain PSV Eindhoven. C'est ça, c'est bien ça. Ouais. Début décembre, mais ça rappelle forcément des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Vous connaissez le principe de l'émission. Chaque semaine, 3 débats. Messieurs, que dire après cette lourde défaite hier de Brest au Vélodrome ? Pas mal de choses, j'imagine. Ça fait 9 contre Ça Marseille. fait 9 ça fait 9 contre Marseille, ouais. C'était pas la même physionomie que le match aller, pas les mêmes équipes, mais à l'arrivée, le résultat est le même. Et c'était poussif, pénible à voir par moments, parce qu'autant il n'y avait pas l'impression d'un grand Marseille, autant Brest, notamment sur la deuxième période, paraissait largué, quoi. Après, il y avait un truc qui va avec le match aller. Enfin, pour moi, le parallèle entre les deux, c'est les talents, en fait. Tu vois qu'à Marseille, il y a des talents, qu'à Brest, t'as pas. À Brest, c'est un collectif. Et là, tu as du Gouiri, ce coup-ci, qui met ses 3 buts. Et à l'aller, c'était Enrique, c'était Greenwood. Ouais, à l'aller, Greenwood, Enrique, je crois qu'il n'a pas été mal non plus. Enfin, ils ont du talent, puis même à Rabiot. Enfin, on voit que c'est des joueurs qui ont quelque chose en plus par rapport aux Brestois, qui eux, c'est un vrai collectif. Il y a des bons joueurs, mais on voit la diff là-dessus, quoi. Alan, tu fais la même analyse que nos journalistes ? Oui, bien sûr, je suis. Je trouve qu'il y avait quand même une classe d'écart, même si c'était pas un grand Marseille, c'était un bon Marseille. Que ce soit sur les côtés avec Enrique et Greenwood, ça va très vite. Et donc voilà, donc ça a été assez compliqué pour Brest de sortir au moins un point hier. Un mot également sur Grégoire Couder, titulaire hier à la place de Marco Bizot, suspendu, qui a encore vécu une sale soirée. Je pense qu'à chaque fois, c'est comme les 7 qu'il avait pris à Paris. En fait, on ne peut jamais trop dire qu'il est fautif sur un but. Mais en fait, tu peux pas dire non plus qu'il t'a sauvé l'équipe, en fait. Et je pense que les gardiens, c'est aussi ça. Il est peut-être en train de jouer son futur statut de numéro 1 et peut-être a priori pas. C'est un gardien. Je pense que c'est un gardien. Aujourd'hui, on voit qu'il fait ce qu'il peut. Il a des qualités. Mais pour le moment, on n'a pas vu s'il avait les qualités pour la Ligue 1. 7 contre Paris, 3 contre Dunkerque en quart de coupe, 14 buts en 3 matchs pour la confiance, c'est pas terrible. Là on retient que les mauvaises perfs, il y en a eu quelques bonnes l'année dernière, même en début de saison en coupe, mais contre des adversaires qui ne l'avaient pas forcément beaucoup sollicité. Comme tu dis, les gardiens sont jugés à ramener des points. Et là, c'est des arrêts. Et Bizot, présumé partant, est-ce que ça ouvre le débat, Alan, sur la succession au poste de gardien la saison prochaine ? Je pense pas que Couder ait les épaules pour être gardien numéro 1 à Brest. Ça pourrait être en fait, je pense que il pourrait tenter le coup sur une forme de 1 bis, en fait, où tu le mets en concurrence. Mais est-ce que Brest peut se le permettre ? Ils ont fait d'ailleurs ça, on l'a vu, l'année où ils ont pris Bizot, ils avaient besoin d'avoir un taulier, en fait. Et je pense que s'ils remplacent Bizot, ils le remplaceront par un taulier. Ils feront pas un ticket 1 pour 1 avec Couder, quoi. Je pense pas. Couder qui n'a pas vraiment été aidé par sa défense hier, on y reviendra dans un instant. Avant cela, une première réaction après la rencontre, celle de Ludovic Ajorc au micro de DAZN. Moi, ça me fait penser un peu au match aller, où on a pu poser des problèmes à cette équipe. Malheureusement, en première mi-temps, les buts qu'on prend, c'est tout à fait évitable. Mais bon, c'est comme ça, c'est la fin de saison. C'est dur parce que pour nous, on a malheureusement plus grand-chose à jouer. Mais bon, on va essayer de jouer les matchs à fond jusqu'à la fin et essayer de donner une bonne image jusqu'à la fin. Brest qui n'a plus grand-chose à jouer, c'est factuel, Antoine, c'est terminé pour la course à l'Europe. C'est mathématique même, on peut dire. Il y avait, en fait, dès le début de la journée, avec la victoire de Nice un peu inattendue contre Paris, disons que Brest pouvait éventuellement espérer jouer sa qualif contre Nice à la dernière journée si vraiment il y avait des concours de circonstances d'ici là. Là, on a vite compris que ce serait compliqué. Puis avec les victoires de Strasbourg et de Lyon, la 7e place potentiellement européenne, elle est trop loin. Puis une forme de logique, en fait, parce que ça va vite devant. Encore une fois, on retrouve les équipes qu'on attendait sur l'Europe. Et 10 points de retard, il reste sur Strasbourg, 7e, il reste 9 points. Mais c'est pas une mauvaise saison. Encore une fois, on fera le bilan à la fin, mais c'est pas une mauvaise saison. Il y a une forme, ça finit un peu, pas une déception, mais avec, il y a plus d'enjeux sur cette fin de saison, à part d'être bon contre les adversaires qu'ils vont rencontrer, et on va en parler, mais dont le prochain, quoi. Et puis, comme l'a dit Ludo Ajorc, on a vu de bonnes intentions, comme lors des précédentes rencontres, comme souvent de la part des Brestois. Le problème en première période face à Marseille, c'est un but, un tir. C'est vrai que les Marseillais sont assez réalistes, mais après, ça résume aussi les talents des joueurs qu'ils ont, que ce soit Greenwood ou Enrique, où je parlais tout à l'heure, à la finition. Enfin, là, ça pardonne pas, quoi.
Alors voilà qui nous amène à notre premier débat du jour avec la question suivante. La défense est-elle le principal chantier de l'été au Stade brestois? Avant d'en débattre, une autre réaction, celle d'Éric Roy en conférence de presse d'après-match avec un constat sans appel sur la prestation de son équipe. Forcément, on trouve que le score est lourd, mais après, quand tu as des attitudes défensives comme on a pu avoir, c'est normal aussi d'être à un moment donné puni. On a souvent loué, j'ai souvent loué l'état d'esprit de mon équipe. Et notamment dans l'acte défensif où j'ai souvent trouvé qu'ils pouvaient être des chiens sur le terrain, qu'ils étaient capables de se sacrifier, de travailler les uns pour les autres. Et ce soir, on a plus l'impression qu'on était un petit peu dans l'acte défensif des agneaux, quoi. Donc c'est vrai qu'à partir de là, tu ne peux pas gagner un match de haut niveau. Et la défense brestoise qui a pris l'eau de nouveau hier soir face à l'OM. Une mauvaise habitude ces dernières semaines. 2 chiffres pour attester cela. Je crois que c'est 10 buts encaissés lors des 3 dernières rencontres en Ligue 1. Et surtout, 53 buts encaissés en Ligue 1 cette saison. C'est seul Le Havre, Saint-Etienne et Montpellier font pire. Les 3 derniers. Maintenant, après, j'ai regardé ce que j'avais oublié ce chiffre-là, mais ils avaient pris que 34 buts l'année dernière. Ouais. T'en prends 53, il en reste 3 à jouer. Donc t'as pris déjà 19 buts de plus, si je calcule bien. C'est ça Je crois que c'est bon. Donc c'est bon. Donc ça montre déjà le grand écart qu'il y avait. Alors après, t'en prends 9 contre l'OM, on peut aller sur les stats comme ça, et à chaque fois ça peut monter. Mais moi, il y a 2 attitudes c'est pas des attitudes, c'est plus la manière de défendre. On voit quand Aïdara, il va défendre sur le centre, c'est Greenwood qui centre. Il est à 1m50. Et on voyait le révélateur aujourd'hui qui n'était pas sûr d'être tout à fait flagrant. Peut-être que les Brestois ont eu de la chance sur ce coup-là avec un pénalty évité. C'est sur l'action de Roux, je crois, oui, juste après. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors Maël, tu te disais 54 buts encaissés cette saison. 53, 34 l'année dernière. 34. Comment on peut expliquer ces chiffres selon vous? C'est collectif ou individuel? Moi je pense que c'est collectif et c'est dans la montée. En fait, l'année dernière, ils allaient chercher un objectif qui était la Ligue des Champions. Ils ont construit leur saison vraiment sur comme il disait Éric Roy, en fait, comme il disait là, c'est-à-dire que c'était ils avaient une vraie culture défensive, ce bloc, et puis derrière ils attaquaient très vite, ça allait vite, et il y avait des choses intéressantes qu'on voyait. Sauf que là, en fait, on voit que c'est beaucoup plus tendre. Encore une fois, on décrivait les buts, ça va pas vraiment mettre la tête, c'est un peu loin, c'est à 1m50 pour cadrer l'adversaire, et donc en fait ça se paye cash, et encore plus contre Marseille. Est-ce que les départs de... Vas-y Antoine. Moi justement, pour rebondir sur ce que tu posais comme question, que c'est collectif ou individuel, moi je suis plutôt de l'avis de penser que c'est plutôt individuel, parce que par rapport à la ligne de 4 qui bougeait pas de la saison dernière, quand même Loco et Brassier en moins, une charnière du coup là qui a énormément bougé aussi parce qu'il y a eu des blessures, celle de Koulibaly notamment, même le Cardinal aussi, et aussi avec l'enchaînement des matchs, l'impossibilité de maintenir cette charnière là, plus le poste de latéral gauche où ni Aïdara ni Amavi n'ont répondu vraiment donné satisfaction. En fait, Chardonnay et Lala, dans ceux qui sont restés individuellement, sont toujours au niveau. Par contre, autour d'eux, ça n'a jamais pris, et je pense que c'est plutôt des combinaisons individuelles qui n'ont pas toujours fonctionné. Il ne faut pas une saison aussi bonne que l'année dernière, oui. Parce que même Lala et Chardonnay, si on prend la saison dernière et cette saison, ils font une saison correcte cette année, voire bonne. L'année dernière, ils ont fait une excellente saison, et on pouvait le dire de tout le monde. Mais comme tu dis, ça a changé sans arrêt, les combinaisons ont changé sans arrêt. Mais en fait, qu'est-ce qui est dans le collectif et l'individuel tire le reste? Moi, je pense qu'en fait, quand il y a des performances individuelles un peu en dessous, le collectif est tiré vers le bas, ou quand le collectif est en dessous, il tire les performances individuelles vers le bas aussi. Donc c'est dur à dire. Enfin, moi, je trouve que de trancher la réponse entre individuel et collectif, en tout cas, il y a de toute façon clairement un manque. Alan, ton avis sur le sujet? Je pense que oui, par rapport à l'année dernière, c'est un peu plus compliqué, peut-être un peu, plus de blessures cette année, plus de blessures cette saison. Les Melou était en partie pour les 3/4 de la saison présent en poste de 6. Et ce qui permettait aussi d'avoir Bradley Loco aussi. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui ne bougeait pas. Là, c'est vrai qu'on cherche toujours le deuxième défenseur central avec Chardonnay. Et puis, sur les côtés, c'est compliqué. Voilà, là, ça va. Mais Aïdara, ma vie, voilà, on n'a personne à mettre à gauche, quoi. Pour en revenir au débat, ce chantier de la défense est-il prioritaire cet été au Stade brestois? Oui. Tu vas perdre Ndiaye, tu vas perdre Koulibaly, Aïdara aussi. Enfin, tu vas perdre Amavi, tu vas pas le garder probablement. Donc derrière, ça. En tout cas, au poste de défenseur central, on peut imaginer que oui, latéral gauche. Il y a 2 joueurs sous contrat. Quand même. Chardonnay et le Cardinal, c'est tout. En défense. En défense centrale. Oui. En défense centrale. Après, à gauche, est-ce que Loco et Bourgo peuvent se suffire à eux-mêmes? On a des incertitudes sur l'état de Loco, voire même de Bourgo qui a très peu joué. En défense centrale, c'est sûr qu'il faudra se remplumer. Le chantier prioritaire, pour moi, c'est le latéral gauche et le défense central, en fait. Parce que latéral droit, ça peut tenir encore la route sans trop de problème. Voir Zogbé en 2, le poste, il est couvert. Mais à gauche, ça a été un vrai problème cette année. Et pourtant, Aïdara, moi, j'y croyais au début. Et je suis assez déçu sur la fin, mais j'y croyais. Et la défense centrale, c'est très clair que Chardonnay, le Cardinal, ça a donné satisfaction par moment sur certains matchs.
si je me souviens, contre le Eindhoven, avant qu'il ne se blesse. C'est tous les deux, hein? Non, Chardonnay était là. Oui. Chardonnay, le cardinal. Hein. Et ils avaient donné satisfaction. Et voilà. Mais il manque un troisième. En fait, Koulibaly, si ça avait été le troisième homme cette année, je pense que Koulibaly aurait tiré sa défense vers le haut. Bien sûr. Et il a été très blessé. Quoi. Alan, tu acquiesces depuis tout à l'heure, on t'a pas entendu encore. Non, moi je pense que ce soit le cardinal ou Chardonnay, il faudrait un patron aussi en deuxième, en défenseur central. Moi je trouve pas forcément compatible le cardinal et Chardonnay. Pourquoi ? Le cardinal avec un patron ou Chardonnay avec un patron pour suppléer, pour être là en tout cas en défensif. Quoi. Brassier, il n'avait pas forcément ce statut de patron finalement la saison passée. C'est pareil que toi. C'est vrai que. Et un petit blanc. Non, Tout le monde attendait la réponse de l'autre. Brassier, après, il n'était pas forcément en taille patron, mais il faisait le job aussi. Quoi. Oui. Un peu plus que. Il était un peu plus serein, on va dire, que. Et on en revient à l'histoire de collectif individuel en fait. Tu te tires toujours en fait. Le collectif est plus fort avec des individualités quand elles ont confiance les unes avec les autres. Quoi. Mais Koulibaly avait l'étoffe de ce patron-là et malheureusement les blessures ont fait qu'on n'a pas pu en profiter. Mais on était tous partants au début pour se dire en Ligue des Champions, lui il est amené à faire une carrière en Ligue des Champions. C'est sûr, il est amené à faire une grande carrière. Il a cassé des lignes pas mal, même en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Il a quand même fait un peu de boulot. Koulibaly, dommage qu'on n'ait pas pu le garder. En bonne forme. Bien sûr. Écoutez, le mercato d'été s'ouvrira le 1er juin, il durera 3 mois. En attendant, on va se poser la question de savoir si les joueurs prêtés cette saison, tiens, tu parlais de Koulibaly, ont répondu aux attentes. C'est le thème de notre second débat. Qui vous a convaincu, qui vous a déçu au contraire, sur qui miser éventuellement pour l'avenir. Rappelez pour commencer, image à l'appui, qu'ils sont 7 joueurs à avoir été prêtés cette saison au Stade Brestois avec Abdallah Sima, Soumaïla Koulibaly, Romain Fèvre, Ibrahim Salah, Edimilson Fernandez, Abdoulaye Ndiaye et Ludovic Ajorc. Des prêts qui répondaient avant tout à un besoin de se renforcer en nombre et en qualité en vue de la saison et puis de la Ligue des Champions notamment. Est-ce qu'ils ont répondu dans ce sens-là aux attentes sur la qualité et la quantité? Bon, ça va être un peu du cas par cas parce que c'est vrai qu'il y en a où je suis, notamment on parlait de Koulibaly, même si on a une petite réserve mais qui est indépendante de sa volonté, c'est sur les blessures. Malheureusement, on avait envie d'en profiter plus de ce joueur-là qui est apparemment à la trempe d'un défenseur de haut niveau. Lui, par exemple, rentre dans la catégorie des bonnes pioches. Après, là où c'est plus compliqué, c'est notamment sur les recrues offensives. Ndiaye, tu peux mettre Ndiaye. Ndiaye aussi. Ndiaye et Ajorc, les trois. En fait, finalement, les trois satisfactions, c'est Koulibaly, Ndiaye et Ajorc. Après, Ajorc, on est sur du prêt un peu déguisé. On savait qu'il resterait, on l'a compris assez vite. Mais oui, je suis d'accord. Oui, offensivement, je le comptais dedans. Mais enfin, voilà. Abdallah Sima, 12 buts, c'est pas un bon prêt. C'est un bon prêt, mais en fait, la question qu'on se pose, c'est pour la saison prochaine, en fait. Et 10 millions à 10 millions, jamais, quoi. On se demande déjà s'ils ont répondu aux attentes cette saison. C'est vrai. C'est la première question. Sima, pardon, j'ai été dur, effectivement. Plutôt oui. Après, je pense qu'il y a eu des très bons matchs de Sima. Il y a eu des matchs peut-être un peu moins bien, mais plutôt oui. En Ligue des Champions, notamment, il a très bien commencé. Les 2 premiers matchs, il met 3 buts. Derrière, on n'a pas forcément eu... Il n'a pas eu le rendement qu'on pouvait attendre de lui sur cette ligne offensive où il n'a jamais été indiscutable pendant un moment, un peu plus sur la fin de saison, mais pendant un moment où il n'était pas forcément indiscutable. On est un peu noyé aussi dans cette masse de joueurs qui n'ont pas forcément... Il a plus convaincu, mais Del Castillo a pas vraiment pas convaincu. Mama Baldé non plus. Salah non plus. Ibrahim Salah non plus. Il y a Sima qui ressort un petit peu du lot malgré tout. Si Pereira Lage a autant joué à son poste qu'il aime bien dans les couloirs aussi, c'est bien parce qu'il y a eu des manques ou des blessures, mais il y a eu des manques aussi dans les postes offensifs, dans les couloirs. Et je pense qu'effectivement, à part Ajorc, il n'y avait pas d'indiscutable en fait. Et à partir du moment où c'est pas indiscutable, moi je dis plutôt oui pour Sima, parce que justement, il s'est pas totalement installé, quoi. Alors, Alan, on revoit cette liste qui t'a convaincu. Du coup, oui. Moi, je trouve que Ajorc, Ndiaye et Sima ont fait le job. Sima peut-être un peu moins, mais c'est vrai soit il était très bon, soit il était moyen. Il n'était pas constant en fait sur le côté. Voilà, c'est pour ça notamment que Pereira Lage jouait. Et, à l'inverse, qui t'a déçu là parmi moi, tous ces joueurs? Fernandez, que j'aurais voulu voir un peu plus. Je qui avait bien démarré, qui avait bien suppléé Lesmelou à ses débuts. Je dirais pas qu'il est décevant parce qu'il n'a pas tant que ça joué. En fait, il a joué un peu au moment où Lesmelou était blessé, mais il a peu joué parce qu'on savait que c'était la doublure de Lesmelou. Il est neutre en fait. Enfin, je sais pas. C'est comme ça que je le vois. Moi, c'est pas. J'aurais aimé plus le voir jouer. Ça, c'est vrai. En Ligue des Champions, prometteur, les premières prestations en doublure de Lesmelou, on avait l'impression d'avoir un joueur qui a une expérience assez inédite dans cet effectif-là. En fait, qui s'est un peu effacé. Complètement. Mais d'ailleurs, quand Lesmelou est revenu, en fait, on ne l'a plus jamais vu. Il était titulaire l'autre jour. Ça faisait près de 2 mois, je crois, qu'il n'avait pas été titulaire.
Après, il m'avait pas déçu par rapport à ses performances. Il m'a déçu parce qu'on l'a pas vu assez jouer, notamment parce que Lees-Melou avait repris sa place aussi, quoi. Au rayon déception, sur ces joueurs prêtés dont on pouvait attendre un peu plus. On va parler de Fèvre. On va reparler de Fèvre, on va pas refaire un débat sur Romain Fèvre. Non, mais c'est la plus grosse déception, c'est clair, par rapport à ce qu'on connaît de Romain Fèvre. C'est en ça. fait, quand on est à Brest et qu'on connaît son premier passage, quand on se rappelle de son premier passage, c'est sûr que c'est hyper décevant, même si on a vu des bribes de choses. Encore une fois, on a fait le débat sur lui, mais ça reste, à l'arrivée, ça reste décevant. Et son temps de jeu, autant il a fait des matchs, il a été titulaire sur certains matchs, et Eric Roy l'avait relancé régulièrement, autant là, on a compris qu'il avait abandonné l'idée, il fait rentrer des bouts de enfin, il fait quelques minutes seulement maintenant. Après, il y a aussi une petite gêne au genou là, qui l'empêche de jouer, mais c'est vrai que quand il était apte, il n'a jamais fait de différence. C'était des fulgurances, quoi. Mais c'est un joueur qui a c'est une énigme là-dessus sur ce rtour. Ouais. C'est un talent, mais c'est vrai qu'après, à côté de ça, Fèvre, ça fait plusieurs saisons, c'est en haut, en bas, c'est pas le Fèvre qu'on a connu à Brest. C'est un peu lui qui a les clés pour la suite de sa carrière, de toute façon. Ouais, exactement. Sur qui miser pour l'avenir, si Antoine en régie veut bien nous remontrer la liste de ces joueurs. C'est une question de porte-monnaie aussi, et beaucoup. Premier, on mise sur qui? À Jorque, certitude. C'est déjà acté, mais tous n'ont pas d'option, notamment là, c'est que les estimations, je crois, qui sont affichées. Dans l'idéal, c'est vrai que Ndiaye, on est en position de se dire que c'est 3 qui le prêtent et que si on pouvait négocier et compter sur lui sur l'avenir, il est prometteur. Koulibaly aussi, mais je pense qu'avec Dortmund, ils ne vont pas le laisser passer. Si ces 9 millions sont pris, ça paraît trop. Même pour Ndiaye. Ce sont des prix, a priori, qui ne sont pas dans les cordes du Stade. À 3, tu tentes le coup. À 3, oui. Mais à 9, jamais. Ouais, c'est ça. 9, jamais, parce que combien Brest aura pour recruter, on en parlait. Exactement. Est-ce que certains joueurs voudront venir, sachant que Brest ne jouera pas de Coupe d'Europe non plus Il y a des joueurs aussi qui peuvent peut-être prétendre au-dessus. Ndiaye, je ne sais pas, parce que je pense que là, il est dans sa progression naturelle. Pour moi, Ndiaye, c'est un pari à tenter. Maintenant, c'est un pari à tenter. À quel prix? C'est ça. Ibrahim Salah. On parle du City Group. Salah, on en a un peu parlé, Alan. Non, ça va, clairement. Non, il fait des bouts de match, il est volontaire, mais pour moi, non. Ça là, il va avoir du mal à revenir, je pense. Mais Marraine, ça va être compliqué. Donc, Non, puis Sima, effectivement, à quel prix c'est un joueur utile dans cet effectif, mais si sa valeur c'est 10-12 millions, je ne vois pas du tout Brest les poser. Mais même à 5 ou 6, je sais pas, c'est compliqué. Tout cela laisse augurer d'un été, en tout cas bien rempli encore pour le directeur sportif Grégory Lorenzi. En attendant, il reste 3 rencontres à disputer. La première, dimanche prochain, avec la réception de Montpellier. On en parle dans notre dernier débat. Alors, un débat volontairement poil à gratter avec cette question. Peut-on s'attendre à une victoire facile face à Montpellier? Fin de saison, on est en roue libre dans le match. Allons-y, vas-y Antoine, vas-y. Victoire facile, moi j'ai envie de dire non. Alors certes, Montpellier, descente actée depuis longtemps, Zoumana Camara qui est arrivé en sachant très bien qu'il ne pourrait pas faire de miracle et qui fait jouer beaucoup de jeunes. Oui, mais dans un sens, ils n'ont pas plus à jouer et plus à perdre que Brest, il n'y a plus de motivation, malheureusement. Ça fait 1 mois et demi, Montpellier, ils n'ont rien à perdre. Oui, c'est vrai, mais je veux dire... On a l'impression d'entendre le discours d'Éric Roy avant la rencontre, la conférence de presse avant-match. Évidemment qu'il ne va pas dire que c'est une victoire assurée, mais évidemment qu'ils sont largement favoris sur cette victoire et que dans l'état d'esprit, ils sont au-dessus. C'est une faiblesse. Montpellier, on l'avait dit à l'aller, Brest perd 3-1 là-bas. On l'avait dit à l'aller, mais c'est faible chez faible. Et ils ont perdu les quelques joueurs qui avaient un peu de qualité. Tamari, qui est parti à Rennes, comment il s'appelle, Adams, l'attaquant, qui mettait pas un pied devant l'autre année, mais qui était quand même le mec qui mettait des buts la saison dernière, et Nordin, il n'y a rien. Non, c'est très faible. J'essaie de me faire l'avocat. Je sais pas où je m'embarque. Non, on a un peu poussé le curseur à fond sur la thématique aussi. C'est parce que Montpellier reste sur une saison cauchemardesque. On va le voir au classement. Tu le disais, Antoine, officiellement relégué depuis ce week-end. Dernier avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls, 23 défaites. En 31 journées, 23 défaites, ça fait beaucoup. 22 buts inscrits et 71 buts encaissés. La défaite de l'aller, je pense qu'elle compte. Parce que dans les têtes des joueurs, autant ils ont plus rien à jouer. La défaite de Brest à l'aller. Parce qu'autant ils ont plus grand-chose à jouer, autant ils ont perdu contre la Lanterne Rouge qui va descendre largement. Peut-être un petit sentiment chez les joueurs de se dire on avait raté l'aller, on se rate pas au retour à Le Blé en plus, qui est le match le plus abordable des 3 derniers. Donc Eric Roy, il va nous dire qu'il faut se méfier de la bête baissée comme Antoine, qu'il y a des joueurs de qualité à Montpellier. C'est lesquels alors du coup? On les cherche encore. Il y a le petit. Non, ce que je veux dire, c'est que dans la motivation, Brest aussi, on peut craindre que malheureusement, les 3 dernières journées. Tu parlais de roue libre, que ça puisse être aussi expliqué par la fatigue. Ils ont joué 12 matchs de plus que Montpellier cette saison. Aussi 3 matchs plus difficiles dans le sens où
quand la motivation n'est plus le curseur principal, il faut aussi trouver aussi la force d'aller s'imposer contre ce genre d'équipe. Moi, je pense pas que ce soit acté. On t'a pas entendu encore, il parle beaucoup là. Moi, je pense, Montpellier est sur 11 défaites sur les 12 derniers matchs. Ils ont fait un match nul contre Reims, qui n'est pas non plus la grosse équipe. En finale de Coupe de France quand même, hein. Oui, ils ont pas proposé grand chose. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et donc du coup, je pense qu'on se doit d'aller gagner à Le Blé, Montpellier. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre de l'intensité et faire en sorte de les faire couler au plus rapidement possible, quoi, pour être tranquille la suite du match, quoi. Tout autre résultat qu'une victoire, ça serait une contre-perf. Même une victoire 1-0 étriquée, je pense que ça ferait chier le public. Derrière, tu joues Lille et tu joues Nice, ça va être des belles affiches, mais là contre Montpellier, il faut que ça emballe un peu le match, il faut qu'on sente que les Brestois sont nettement dessus. Puis surtout, un truc sur cette équipe aussi, j'ai vu la conf de presse de Zoumana Camara qui dit putain, si on avait joué comme ça toute la saison, on pouvait espérer mieux, 0-0 contre Reims, quoi. Donc derrière, tu te dis vraiment le curseur des ambitions, il est assez bas à Montpellier, quoi. Mais, Alan, est-ce que tu crains un peu comme Antoine une fin de saison j'ai dit quoi? Non, une fin de saison en roue libre. En roue libre, oui. Oui et non. Alors je pense qu'ils vont vouloir montrer, en tout cas face à Montpellier, quelque chose de bon. Maintenant, c'est vrai que la motivation est autre que la Ligue des Champions au début de saison et le fait que ce soit mathématiquement terminé pour la Coupe d'Europe. Cela dit, ça reste quand même une 9e place à défendre. Donc il faut quand même prendre des points pour pas. Je crois qu'il y a Rennes derrière qui est pas trop loin, donc ça pousse. Voilà, faut pas non plus finir en roue libre. Tiens, justement, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, on va revoir le classement avant ces 3 dernières journées. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à Brest? Terminer 11e, si je dis pas de bêtises. Ça change pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est symbolique, mais c'est quand même suffisamment rare pour être souligné. Une première partie de tableau pour Brest, au XXIe siècle, il n'y a que la saison dernière où c'est arrivé. Et puis même dans leur histoire, leur 2e meilleur classement, c'est 8e. S'ils arrivaient à être 8e ou 9e, ce serait fantastique. Lens, ça peut être pas mal. Et Lens qui est pareil, on parle de roue libre peut-être pour Brest. Alors Lens qui vient de prendre une trique. 4 contre Auxerre à domicile. Donc je pense que Lens est en roue libre. Non, c'est un vrai challenge. Cette 8e ou 9e place à défendre, ce serait totalement honorable. Je pense qu'on est déçus, mais au final, quand on voit le classement de Brest, 9e, on se dit qu'avec la Ligue des Champions qu'ils ont fait, moi, une 9e place, je signe tout de suite, en début de saison, quoi. C'est clair. Dans la course à l'Europe, il y a 4 points entre Marseille 2e et Strasbourg 7e. Les 3 dernières journées vont être très excitantes. Est-ce qu'il y a une équipe, selon vous, qui sort un petit peu du lot, 2-3 équipes qui sortent du lot pour la Ligue des Champions notamment? Parce que Marseille y sera, parce que c'est tellement important pour eux, puis on a vu que quand même quand il faut tourner, ils tournent. Et Lille, moi je remets, entre Lille et Monaco, je pense que Lille-Monaco, on a les 4 premiers, je pense là. À mon avis, pour Lille. Monaco, ils sont calés au Havre là, et je mettrais peut-être Lyon, moi je sais pas. Je sens que Lyon, ils peuvent finir affranchis de la Ligue Europa là. Il y a quelques confrontations directes qui sont intéressantes aussi sur les 3 dernières journées. Monaco, Lyon, Marseille, Lille. Et puis le plus important de cette histoire, c'est que le record de Nantes n'est pas tombé et que du coup Paris a perdu. C'est le plus important de l'histoire. Il en démord pas avec ça en devient presque lourd. On va peut-être couper la fin de l'émission. Messieurs, voilà, c'est terminé. Un grand merci à tous les 3. Merci Maël, Alan, Antoine. On se donne rendez-vous lundi prochain au lendemain de la rencontre face à Montpellier. D'ici là, excellente semaine à toutes et à tous. Salut.